Bienvenue dans Mon incroyable histoire sur Balafon Télévision. Nous aurons le plaisir de vous les raconter ou de se les raconter avec vous ce soir. Vous aurez des profils tout aussi captivants, inspirants, résilients, remplis de force et surtout d'abnégation face aux épreuves qu'ils ont traversées tout au long de leur vie ou surtout tout au long des expériences qu'ils vont partager avec nous ce soir. Mon incroyable histoire se raconte avec vous et c'est maintenant. Le premier profil ce soir, c'est celui de Serge Alain Dihépé, survivant du déraillement des ECA le 21 octobre 2016. Nous sommes au Cameroun. La deuxième histoire, c'est Audrey Amayene. Elle, c'est une survivante de myome à la taille d'un casque de moto. C'est assez impressionnant et exceptionnel. Le troisième profil que nous recevrons ce soir, c'est Idriss Semani, militant rescapé de la route migratoire Cameroun-Europe. Avec lui, on va vivre le désert. Mais ce sera en direct sur Balafon Télévision. Et le quatrième profil, c'est Samuel Tchinda, l'incroyable odyssée d'un époux qui a tout bravé, médecine traditionnelle comme médecine moderne, pour sauver son épouse et surtout fonder une famille. Et autour de toutes ces histoires, vous aurez une consultation en direct. Ce sera avec le docteur Paul Fils-Tan, psychologue clinicien, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous dans le plateau de Mon incroyable histoire. Toutes ces histoires se racontent avec vous et c'est tout de suite. La première histoire dans Mon incroyable histoire aujourd'hui, c'est avec Serge Alain Dihépé. C'est un survivant ou un rescapé, tout cela, le psychologue nous dira d'ailleurs quelle est l'expression idoine à utiliser dans ce type de contexte-là. Mais Serge Alain Dihépé est un survivant du déraillement des ECA le 21 octobre 2016. Il a vu ses corps broyés, il a entendu ces personnes crier. Et aujourd'hui, il nous raconte justement, Serge Alain, qu'est-ce qui s'est passé le 21 octobre 2016. Bonsoir à tous les autres panélistes. Et bonsoir aux téléspectateurs. Le 21 octobre, le fameux 21 octobre 2016, je suis à Yaoundé. Je dois rejoindre Douala, c'est un vendredi. Je travaillais à Yaoundé, je venais en week-end. J'étais dans le train tous les week-ends. Et ce week-end-là, malheureusement, je n'ai pas pu avoir mon ticket à temps. Généralement, je le réservais. Je le réservais le mardi ou le mercredi. Mais malheureusement, après, il fallait faire un mail. Je fais le mail, mais on me dit qu'on ne peut pas réserver. Je vais au guichet le mercredi. Malheureusement, les bordereaux de voyage n'étaient pas au guichet. J'y revais le jeudi. Pareil. Finalement, c'est le vendredi matin que je vais à la gare. Sauf qu'en allant à la gare, je ne suis pas au courant de l'actualité courante. C'est-à-dire qu'il y a une route qui est cassée quelque part. Et du coup, tout le monde s'est déporté au niveau de la gare voyageur. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Je suis dans la voiture avec le chauffeur et on met la radio, on entend. On est déjà dans les 8h30, 9h. On entend le flash d'info. Voilà, flash d'info, ça vient de tomber, machin et tout. Et nous, on se dit, ah, on est les premiers à l'entendre. Donc, quand on va arriver à la gare, on sera les premiers à arriver. Malheureusement, pour moi, quand j'arrive à la gare, c'est noir de monde. Bon, dans un esprit un peu égoïste, il faut le reconnaître, je me dis, non, ça, les habitués du train, comme nous, on est là tous les week-ends, on ne peut pas se mettre dans le rang pour des gens qui sont arrivés. Alors, je vais vers un vigile qui est à la porte. Et je lui dis, petit, ouvre-moi la porte. Moi, je vais entrer. Il me dit, non, grand, il faut vous mettre en rang comme tout le monde. Je lui dis, ouvre-moi la porte, je vais entrer. Je l'intimide un peu. Il finit par m'ouvrir la porte et j'entre. Chose un peu curieuse, à l'intérieur du hall, même, il n'y avait pas grand monde. Et il y a à peine 5 ou 6 personnes. Je vais vers ce guichet-là. Et je demande à celui qui est à l'arrière de la queue, c'est pour Douala? Il me dit oui. Bon. Comme je disais, dans l'esprit égoïste un peu, je ne voulais pas que tout le monde entende. Parce que sinon, ça allait créer l'embouteillage là.
C'est finalement, je finis par avoir mon ticket. Et puis bon, c'est là que l'aventure commence véritablement. Parce que le ticket que je prends au moment d'embarquer, le numéro du wagon qui est sur le ticket, ce wagon n'est pas dans la rame. Et puis je vois un agent Camrail. Je lui dis, bah écoute, je suis dans le wagon, attendez, que je me souviens, ça doit être 600 quelque chose. Je l'ai apporté là. Vous avez encore gardé ce ticket de train? Oui, je l'ai gardé parce que je me disais, ça va bien servir un jour ce ticket. C'était le numéro de voiture 916. On s'est donc tous retrouvés, mais je pense que c'était le 917. On s'est tous retrouvés dans le 917. Donc, la population de 2 wagons, parce qu'il y avait déjà normalement ceux du 917, plus nous du 916 qui arrivions. Et puis, bon an, mal an, le train finit par partir. Mais avant ça, il faut déjà rappeler que pendant qu'on attendait sur le quai, c'est des choses, vous entendez, mais vous ne prêtez pas attention. Vous voulez juste voyager. Vous voulez juste voyager. On entendait des agents Camrail qui faisaient des commentaires sur l'état du freinage de ce train-là, qui disaient comment le conducteur ne veut pas repartir parce qu'il estime que les wagons qu'on a rajoutés n'ont pas de frein. Et déjà que la rame normale de ce train-là, ça faisait à peu près 7 ou 8 wagons d'habitude. Il avait eu du mal à freiner en venant sur Yaoundé. Or, en venant sur Yaoundé, il monte la pente. Et maintenant qu'on lui rajoute à peu près 7 ou 8 autres wagons, ça va être très compliqué pour lui à descendre la pente. Et on entendait, enfin, ça c'est après l'accident, j'entendais des personnes qu'on présentait comme des experts qui disaient que la ligne ferroviaire du Cameroun, surtout sur ce tronçon-là, est l'une des plus dangereuses au monde. Mais néanmoins, le voyage commence, malgré tout ce qu'on raconte tout autour. Quand vous avez rendez-vous avec votre destin, il n'y a rien qui va vous barrer la route. Vous avez beau entendre que votre mort est là devant, vous allez y aller, parce que c'est votre rendez-vous. Ce que j'observe, c'est que le train ne roule pas à la vitesse habituelle. On va vraiment assez lentement. Je suis assis avec 4 dames que j'ai trouvées. Il y avait une qui était assise à côté de moi. En fait, sa vraie place était à la fenêtre. Elle tenait un nourrisson qui devait avoir maxi 2 semaines. Il était encore tout rose, le pauvre. Et je lui dis, bon, changeons de place parce que comme toi tu as le bébé, il ne faut pas que tu restes à la fenêtre. Et comme le wagon est bondé, il faut qu'on voyage avec la fenêtre ouverte. C'est comme ça qu'on change de place. Elle prend ma place au couloir, je prends celle de la fenêtre. Je me souviens même des villageois qui regardaient ce train inhabituellement long et inhabituellement lent. Parce que d'habitude, on passait là comme une flèche, quoi. C'était vraiment, quand on disait train express, c'était vraiment express. Et puis, on arrive à Macaque, on traverse, on engage les portions avec tunnel et viaduc. Bon, comme la plupart des gens qui voyageaient, ils n'avaient jamais vu les tunnels, n'avaient jamais vu les viaducs. Je plaisantais avec les dames qui étaient avec moi, je leur disais, est-ce que vous savez que le train vole? Et elles me disaient, non, c'est pas possible. Je disais, attendez, vous allez voir, on va arriver quelque part, là, vous allez voir le train voler. On traverse le viaduc le plus long, donc juste avant Ezeka. On a fait à peu près 5 minutes dedans. Un truc où on faisait 1 minute ou 2. On a fait 5, voire même plus. Et je leur dis, bon, maintenant, regardez par la fenêtre, vous allez voir le train voler. Et c'est comme si tout le monde dans le wagon a suivi, tout le monde s'est penché vers les fenêtres. Et c'est tout le monde qui était ébahi parce que au niveau de ce viaduc-là, c'est vraiment haut. Très, très haut. Vous voyez les arbres tout petits en bas. Il y a une petite route qui passe là en bas, je ne sais pas où elle va. Elle me passe son bébé. La dame qui était assise à côté de moi me passe son bébé parce qu'elle veut regarder. Et tout le monde est dans l'extase. Tout le monde jubile. Ils disent vraiment c'est surprenant et tout et tout. Un peu de tourisme avant la mort. Voilà. Et quand elle se rassoit, je lui repasse son bébé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était perdu entre mes mains. Je ne sais pas comment je me sentirais aujourd'hui. Je lui repasse son bébé. Mais je ne savais pas que c'était en fait...
Bon, disons que après, quand on a fini le viaduc, on a traversé, il y a une série de, 2 ou 3 virages avant d'arriver à la gare. On a pris le premier, sans problème. Le second, on l'a négocié bon an, mal an. Mais le troisième, malheureusement, au moment de l'engager, on a senti comme une poussée. Comme si on faisait du 0 à 100. On est parti. Et moi, de faire le commentaire avec mes compagnons d'infortune, finalement, le gars, il a décidé de rouler un peu parce qu'il a dû se rendre compte qu'à cette allure, on ne va pas arriver à Douala aujourd'hui. Mais le temps de finir ce commentaire-là, sur notre droite, comme nous, on était dos à la marche, sur notre droite, on a observé qu'on ne voyait plus les herbes, on ne voyait plus les arbres. Après, c'était le ciel et puis plus rien. Donc, on a basculé et on est allé dans le ravin. Il y a un ravin à cet endroit, on est allé dans le ravin. Ne me demandez pas ce qui se passait quand on était, parce qu'on était dans un tambour de machine à laver. C'est tout le monde qui criait, qui pleurait, Enfin, quand vous aviez l'occasion d'entendre, parce que à ce moment-là, c'est comme si l'électricité se coupe en vous. Et puis, quand je reviens en moi, le wagon est presque vide. Tous les passagers sont tombés dans le ravin? Certains sont tombés, d'autres ont même été écrasés par le wagon qui les transportait. D'ailleurs, c'est l'occasion ici pour rendre hommage à la population des Eka. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas d'ethnie. C'était mon frère, ma soeur, maman, tends la main, papa, viens par ici. C'est des choses comme ça qu'on entendait. Vraiment, je les remercie beaucoup. Ainsi que les fonctionnaires des hôpitaux qui, dans une petite bourgade comme ça, n'ont pas grand-chose. Parce qu'on s'est retrouvés ce jour-là à casser une aspirine en 2 pour donner à chacun pour essayer de soulager. Une petite injection de 100 milli, on essayait de donner 10 ou 15 à chacun pour que chacun essaye quelque chose. Et il y a des cris partout. Pour ceux qui sont encore là, il y a des cris et tout. Mon premier réflexe, c'est de chercher mes compagnons d'infortune. Je repère une qui est en train d'aller sortir. Celle qui était assise juste face à moi, elle est en train d'aller sortir. Pour vous dire, le wagon était couché sur le côté. On avait les fenêtres en bas et les fenêtres en haut. Parce qu'on n'arrivait pas en haut pour ouvrir les fenêtres. Alors je l'ai aidé à sortir. Il y avait par les toilettes, les gens sortaient par là. Je l'ai aidé à sortir. Et puis je reviens, je trouve la dame qui est assise à côté de moi avec le bébé. Elle tenait son bébé. Elle était debout, elle tenait son bébé bien serré contre elle. Je lui dis, maman, viens, on sort. Je me pose la question, est-ce qu'il respire? Je regarde le bébé, il avait les yeux ouverts, il bougeait. Je lui dis oui, il respire. Il respire. Elle reste là, elle ne dit plus rien. Elle saignait de la bouche. Il y avait un filet de sang qui sortait de la bouche. Je lui dis, maman, viens, on sort, parce qu'on ne sait même pas comment ce wagon est placé. Il peut se remettre à bouger. Il vaudrait mieux qu'on sorte avant que ça ne se remette à bouger. En entrant, je ne sais pas exactement où on est. Hein. C'est juste que le wagon est tombé. Et puis voilà. Un peu plus loin, il y avait une dame. C'était des scènes, je souhaite pas à quelqu'un de voir ce genre de choses. Il y avait une autre jeune dame qui avait son bébé aussi, mais qui malheureusement l'a perdu. Et qui criait, oh Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas ça, c'est tout ce que j'avais au monde, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Du genre de choses, quand vous avez déjà eu des enfants dans votre vie, ça vous déchire le cœur. Oui. Je reviens vers ma compagne et lui dis, sortons. J'essaie de grimper comme je peux, j'essaie d'ouvrir une fenêtre en haut. Là, il y avait quelqu'un aussi à l'extérieur qui se battait avec le même battant. On réussit à l'ouvrir. Elle me passe le bébé. Et là, je ne sais pas, peut-être le docteur va nous dire tout à l'heure, c'est l'une des choses qui me pèse encore beaucoup aujourd'hui. Elle me passe le bébé et elle dit, gardez-le bien.
Bon, sur le coup, je me dis, comme elle est en train de passer le bébé pour que je le passe à l'extérieur, elle veut qu'on le garde bien le temps qu'elle aussi, elle sorte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle est sortie. Je n'ai pas revu le bébé. Parce que j'ai encore passé à peu près 10 minutes à essayer de la convaincre de sortir. À un moment, elle s'est même presque énervée contre moi. Me disant, laisse-moi, laisse-moi. Bon, avec l'instinct de suivi, je me suis dit, ok, si toi tu penses que tu peux encore rester là, reste, mais moi je sors d'abord. Quand je suis sorti, je n'ai pas revu le bonhomme à qui on a passé le bébé. Donc je n'ai jamais revu le bébé. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me demande si elle n'est jamais sortie, à qui s'adressait-elle? Quand elle m'a passé le bébé en me disant « gardez-le bien », est-ce à moi qu'elle le disait? Est-ce au bonhomme à l'extérieur qu'elle le disait? Et chaque fois quand j'en parle à quelqu'un, on me dit avec légèreté « c'est à toi qu'elle disait non? Qu'elle a passé le bébé à qui ?» Et c'est quand je suis sur le wagon maintenant que je regarde où on est. Je me rends compte qu'il y a des gens perchés loin en haut, des deux côtés. Et je regarde, je ne vois pas les rails. Je pose la question comme ça, mais où est le reste du train? On dit, ah, il est parti. Rétrospectivement, je me rends compte que ceux qui le disaient, eux-mêmes ne savaient pas ce qui a continué à arriver après que nous, on soit tombés. Bon, j'essaie de grimper la pente et tout. Je monte, il y avait un pick-up de la police qui était là, qui prenait les corps, les blessés et tout. Je me suis dit, il faut que je m'éloigne d'ici le plus vite possible. J'avais jamais vu quelqu'un mourir. Vous tenez la main de quelqu'un, il a les yeux ouverts. Et puis vous voyez comme progressivement, son regard devient vide, lointain et fixe. À un moment où vous vous rendez compte que celui-ci n'est plus là. Ce regard-ci n'est plus là. Il est parti les yeux ouverts. Mais les gens étaient dans un état, il y avait des gens habillés comme nous, personne ne voyage nu. Mais après le choc, vous trouvez quelqu'un, il est carrément nu. Vous vous demandez comment ça s'est produit, ses habits sont passés où, comment ça s'est fait. Dieu merci, je m'en sors, je n'ai pas de blessure, aucune égratignure. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, Dieu a regardé cette affaire et il m'a demandé, tu fais quoi là? Il n'y a pas eu de blessure, certes, mais je crois que psychologiquement, Serge Alain est marqué. Comment on est passé du jour de l'accident à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des consultations psychologiques? Est-ce que ça a été un travail personnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la procédure, c'était quoi? Après vous avoir pris les paramètres, on vous envoyait chez la psy. J'entre chez elle. Madame Ecorta, j'ai bien retenu son nom. Quand je m'assois, c'est une dame d'expression anglaise. How are you? I'm fine. Ethic. You are wonderful, you people. Every person here says he's fine. You can't be fine after living what you have lived. How are you? J'ai senti comme si on m'enlevait un poids. Et après avant son deuxième how are you, on m'a laissé mariner 2-3 minutes avant de me reposer la question. How are you? J'ai senti comme un poids qui quittait. J'ai fondu en larmes. Quand je fonds en larmes, il me dit, voilà, vous ne pouvez pas aller bien. Moi, j'ai juste vu les images et je suis autant choqué. Vous qui l'avez vécu, vous dites que vous allez bien, c'est pas possible. Et c'est avec elle qu'on a travaillé. J'ai fait une dizaine de séances avec elle. C'est avec elle qu'on a travaillé. Il fallait que je n'aie pas la peur du train. Il fallait que je puisse chasser les cauchemars. Il fallait que je puisse chasser les flashs. Il fallait. Donc c'est avec elle que j'ai travaillé. Et que, bon, après le travail individuel aussi, un peu entouré avec la famille, on a essayé. J'ai essayé de remonter la pente pour pouvoir en parler aujourd'hui. Il a vu tellement de victimes autour de lui qu'il en sort indemne. Est-ce que ce serait différent s'il avait eu l'incident seul ou finalement, parce qu'ils étaient nombreux, est-ce qu'il y a une différence? Alors,
nous sommes tous émus après avoir écouté cette histoire dramatique. Et avant de poursuivre, je voudrais vous dire que vous êtes vraiment un miraculé. Et j'ai vu, pendant que vous étiez en train de raconter cette histoire, étape par étape, j'ai pu percevoir sur votre visage la souffrance. À un moment donné, on a eu à voir les yeux larmoyants. Oui. Surtout quand il est arrivé au niveau où le train allait déjà plus vite. Donc il s'est replongé un peu de façon imaginaire dans la situation qu'il avait traversée. Et là, il a été réactivé. Oui. Il y a eu une réactivation. Cela signifie que le trauma est encore là. Et ça, c'est ce qu'on peut dire. Et l'intensité et la durée du trauma dépend en général de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est les ressources psychologiques et spirituelles que le sujet a. Je vois que c'est un chrétien. Je suis sûr que déjà sur place, il s'est mis à prier. Il a demandé à sa femme de prier. Ça, c'est une ressource spirituelle qui aide à traverser des situations dramatiques comme celle-là. Il y a également comme facteur déterminant de l'intensité et de la durée du trauma, il y a les expériences antérieures. Il n'a pas signalé une expérience antérieure d'accident. Mais lorsqu'il y a eu une expérience antérieure d'un accident que le sujet aurait vécu ou un proche, ça fait partie des facteurs qui influencent l'intensité du trauma. À ce moment-là, comment est-ce qu'on gère le traumatisme du pourquoi moi après un tel événement? Parce qu'il a quand même signifié à plusieurs reprises pourquoi moi, pourquoi je suis vivant et pas les autres, ceux qui étaient autour de moi, où sont-ils? Comment on se remet du pourquoi moi après un tel événement? Il faut dire que l'expérience traumatique, qui est quelque chose qui est généralement brusque, subite, on ne s'attend pas à cela, puisqu'il prenait le train tous les jours. Ouais. Pour lui, c'était quelque chose de plus ou moins ordinaire. Donc, le pourquoi moi arrive parce que on est un peu dépassé par l'événement, par ce qui se passe. On n'a pas une interprétation, on n'a pas quelque chose de logique, de cohérent à ce moment-là. Donc, on va convoquer, sans le vouloir, des considérations magico-religieuses. Quand on est en situation extrême, où on a le sentiment que les choses nous échappent, les choses telles que Dieu, enfin les concepts tels que Dieu, tels que tout ce qui peut être un oncle ou une tante au village qui est bizarre, ces choses-là viennent. Vous comprenez? Ouais. Mais ceux qui survivent pensent à Dieu. Ouais. Ceux qui sont blessés, seins coupés et tout le reste, peuvent aussi dire merci à Dieu, mais il y a le handicap qui reste, n'est-ce pas? Il y a une marque qui reste et qui va affecter l'image du corps. Donc, il y a une perte de quelque chose. Et on va se retrouver non seulement dans le trauma, mais dans le travail de deuil aussi. Parce qu'on a perdu quelque chose. Hein. Et c'est ainsi que pour accompagner ce genre de personnes, il faut faire une évaluation holistique, globale, pour saisir tous les aspects de la souffrance du sujet.
Lorsqu'on l'a fait, on peut maintenant dégager les axes d'intervention et avancer point par point pour le désensibiliser. Généralement, ça prend du temps. Mais comme son cas, c'était le cas d'un trauma récent, la prise en charge a été plus ou moins immédiate. Généralement, ça désamorce beaucoup de choses. Parce que s'il n'avait pas été pris en charge, il aurait développé des souffrances peut-être beaucoup plus complexes. Parce que la souffrance va organiser la mise en place d'un trouble psychique qui peut être une dépression, ça peut être le stress post-traumatique, ça peut être un trouble bipolaire, selon les cas. Donc on se retrouve dans un vrai trouble psychique. Si on n'est pas suivi assez tôt. Et aussi s'il y a eu des souffrances antérieures qui viennent se greffer à la nouvelle expérience. Est-ce qu'il y a, on va sortir avec cette question pour l'histoire de Serge Alain, des outils pour transformer un instant de survie en une force constructive? Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre sur pied? Oui, en général, quand on vient de vivre une telle expérience, on est dans un état de choc. Il faut traverser le choc, le déni, arriver à l'acceptation de la réalité, accepter de faire les consultations et avoir autour de soi, parce que là on est en train de parler de la résilience. Il faut avoir autour de soi des personnes très avenantes qui ne vont pas vous poser la question « Mais pourquoi tu as même pris le train ?» Ce genre de questions. Ça vous amène à vous culpabiliser et ça ne vous permet pas d'avancer. Donc il faut un entourage soutenant et vraiment un entourage qui vous encourage à avancer, à aller de l'avant. Mais il faudrait que le sujet soit suivi par un psychologue, de préférence un psychothérapeute, qui est formé à la gestion des traumas. Vous voyez? Et je vais terminer en disant que il faudrait même souvent dans certains cas qu'un psychiatre rentre en jeu pour réduire l'intensité de certains symptômes et permettre à la personne d'être moins anxieuse. Et ainsi, on va parallèlement travailler les cognitions, les émotions et ainsi de suite. Mais la vie de la personne ne s'arrête pas. C'est-à-dire si la personne travaillait, si la personne est élève ou un travailleur, cet aspect doit aussi être pris en compte. Parce que après ça, il faut continuer à fréquenter ou bien à travailler. Donc, il faut travailler avec l'école ou avec l'entreprise pour permettre à la personne de reprendre son activité de façon graduelle. Sinon, avec sa vulnérabilité, ça peut être compliqué pour le travailleur ou l'élève de se relever et de poursuivre. Voilà ce qu'on peut dire.